Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo l'éditeur de contenu de WordPress qui s'appelle Gutenberg. Gutenberg n'a pas toujours été l'éditeur de WordPress, il est apparu avec la version 5 de WordPress et a d'ailleurs provoqué pas mal de réactions puisque son arrivée a bouleversé les habitudes des utilisateurs. L'ancien éditeur, qui s'appelait TinyMCE, avait en effet un fonctionnement et une philosophie radicalement différents. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ailleurs toujours l'utiliser en installant l'extension qui s'appelle Classic Editor et qui est installable donc à partir du catalogue des extensions de WordPress. Gutenberg, comme son prédécesseur TinyMCE, est un éditeur WYSIWYG, ce qui signifie What you see is what you get. C'est-à-dire qu'il permet de créer du code HTML sans avoir à connaître le langage en question, et cela de manière complètement transparente. On va donc avoir une interface qui va ressembler un petit peu à un logiciel de traitement de texte. On saisit notre texte, on le met en forme et le code est généré automatiquement en arrière-plan. C'est un peu pareil que lorsque vous travaillez sur Word, vous créez des fichiers au format XML sans avoir à vous préoccuper de ce langage et de son fonctionnement. Nous allons maintenant voir à quoi ressemble donc Gutenberg. Donc, lorsque vous allez créer un nouvel article ou une nouvelle page, vous allez automatiquement utiliser Gutenberg qui s'affichera donc sous la forme suivante. Vous avez donc la partie principale qui va accueillir votre contenu, une barre d'outils en haut de l'écran et un panneau latéral pour les réglages. Je vais donc commencer par saisir un titre pour mon article. Ce sera donc exemple d'article. Maintenant, je vais m'intéresser au contenu de cet article. La spécificité de Gutenberg est de fonctionner avec des blocs. Tout élément de contenu est un bloc. Et nous allons voir que Gutenberg est livré d'ailleurs avec de nombreux blocs prédéfinis. Pour ajouter un nouvel élément de contenu, nous allons donc ajouter un nouveau bloc. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton Ajouter un bloc en haut à gauche et je vais choisir un premier bloc à ajouter dans mon article. Donc vous pouvez voir que les blocs sont classés par catégorie, il y a pas mal de choix. Il faudra donc bien prendre le temps de regarder et de tester les différents blocs disponibles. Vous verrez d'ailleurs que les blocs par défaut répondent déjà à un grand nombre de besoins. Bon là, je vais commencer ma démonstration en insérant un bloc de type titre. Alors les options se trouvent à deux endroits, juste en dessus du bloc en question et dans le panneau de réglage sur la droite. Ces options sont évidemment contextuelles et vont donc dépendre du bloc sélectionné. Nous avons donc ici les options spécifiques au bloc de type titre. Dans le cas d'un titre, l'option la plus importante est évidemment de pouvoir choisir le niveau de titre. Par défaut, le bloc est réglé sur H2, c'est-à-dire niveau hiérarchique 2, ce qui est normal puisque le H1, donc le titre de niveau 1, va lui être réservé au titre de l'article. Je vois dans le panneau de réglage une description du bloc. Cette description, elle peut être assez intéressante pour bien comprendre le fonctionnement de certains blocs qui sont un petit peu plus complexes que d'autres, comme par exemple le bloc lire la suite. Donc je vous encourage vraiment à garder un œil là-dessus et de le consulter, ça prend 2 secondes et au moins ce sera un peu plus clair pour vous. En dessous de la description, je vois maintenant que je peux, si je le souhaite, gérer l'alignement de mes titres. Mais alors là, attention, je vous déconseille très vivement d'utiliser ce type de réglage. Dans la mesure où tous les titres seront normalement alignés de la même manière, par souci de cohérence graphique, il n'y a pas de raison d'utiliser ce genre d'option. Si vous souhaitez changer l'alignement de vos titres, vous devez le faire en utilisant le langage CSS. Si vous utilisez ce type d'option de mise en forme directe et que vous changez d'avis par la suite, vous allez devoir reprendre la totalité de vos titres dans l'ensemble de vos articles. Par contre, si vous travaillez en CSS, il suffira de modifier votre code CSS, évidemment, ça s'appliquera à l'ensemble des articles de votre site, donc c'est beaucoup plus efficace. D'une manière générale, on va donc éviter de toute façon au maximum la mise en forme directe et essayer d'utiliser au maximum les CSS. Par ailleurs, remarquez que vous pouvez également appliquer une classe CSS de votre choix au bloc, ce qui sera évidemment la meilleure solution si vous souhaitez distinguer un bloc en particulier. Je vais donc saisir mon texte exemple de titre de niveau 2. Juste au-dessus du bloc, j'ai les options de mise en forme, gras et italique, qui sont en fait plus précisément des emphases fortes et modérées, puisque ces options permettent en réalité d'insérer les balises HTML, strong et EM. Et à côté, vous avez également un bouton qui permet de créer facilement un lien hypertexte sur le texte que vous aurez sélectionné au préalable. Ensuite, si vous cliquez sur le bouton plus options, vous pourrez par exemple dupliquer un bloc existant avec son contenu, ou au contraire, le supprimer. Alors, je vais rajouter un deuxième bloc dans lequel je mets un petit peu de texte et un troisième bloc de type liste. Voilà. Alors, j'ai donc plusieurs blocs
et je peux maintenant facilement les réorganiser par drag and drop. Je peux également utiliser les deux flèches, monter ou descendre, pour les réorganiser. En tant qu'éditeur WYSIWYG, Gutenberg nous masque le code HTML de chacun des blocs. Mais nous pouvons toujours y accéder en cliquant sur plus d'options et en choisissant l'option modifier en HTML. Nous voyons donc ainsi le code HTML que nous pouvons modifier directement si on le souhaite. Et pour revenir en arrière, je clique à nouveau sur plus d'options et je choisis modifier visuellement. Par contre, il va falloir faire très attention parce que si vous manipulez le code HTML d'un bloc Gutenberg et que vous touchez à une propriété qui n'est pas gérée en natif par Gutenberg, à ce moment-là, vous allez avoir un petit souci. Alors là, je vais vous faire une petite démonstration. Pour ça, je vais commencer par transformer ma liste à puces en liste numérotée. Voilà. Je bascule ensuite en affichage HTML. Je vais rajouter une option dans ma liste numérotée start égale 3, ce qui me permet de demander à ce que ma liste commence sa numérotation à 3. Maintenant, je vais essayer de revenir en mode visuel. Et là, vous voyez qu'il y a un petit problème. Gutenberg m'indique que le bloc contient du contenu qui n'est pas valide ou qui est inattendu. Et il me propose donc de résoudre le problème ou de convertir en HTML. Alors, je peux essayer de cliquer sur le bouton résoudre, hein. Alors, évidemment, ça ne servira pas à grand chose puisque pour résoudre le problème, Gutenberg me propose tout simplement de supprimer le texte, le code que j'ai rajouté à la main. Donc tant pis, je vais faire convertir en HTML et je garderai ma liste numérotée sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme du code HTML pur. Alors, je pourrais par la suite, si je le souhaite, cliquer toujours sur Aperçu pour quand même voir à quoi ressemblera ma liste lorsque je vais la publier sur mon site. Donc là, on a fait un petit peu le tour de la gestion des blocs de Gutenberg. Je vous conseille de bien garder en tête les points suivants. Donc, tout élément de contenu est un bloc. Pensez à tester les différents blocs. Lisez systématiquement la description et faites le tour des options spécifiques à chacun des blocs. Vous verrez que certains blocs contiennent de nombreuses options. Alors, vous aurez d'ailleurs probablement l'impression de perdre un peu votre temps quand vous allez faire le tour des blocs, mais en fait, vous verrez par la suite que cet investissement en temps ne sera pas perdu lorsque vous allez construire vos articles. Lorsque vous travaillez, Gutenberg enregistre régulièrement votre travail pour éviter la perte en cas de mauvaise manip. Mais vous pouvez également cliquer sur le bouton Enregistrer le brouillon si vous souhaitez pouvoir arrêter la rédaction de votre article en cours de route. Par ailleurs, lorsque vous allez rédiger votre article, vous allez peut-être vouloir avoir un aperçu de l'article tel qu'il apparaîtra dans votre site. Pour cela, vous pouvez tout simplement utiliser le bouton Prévisualiser. Nous allons donc considérer que notre article est terminé. Nous allons donc voir maintenant comment le publier, c'est-à-dire le mettre en ligne. Nous devons donc afficher les réglages de l'article en activant l'onglet Documents. Pour cela, il suffit de cliquer dessus ou bien de cliquer en dehors de tout bloc Gutenberg. Donc là, dans mon onglet Documents, j'ai pas mal d'options. L'option Visibilité me permet de définir la publicité de mon article. Est-ce qu'il sera visible par tout le monde, seulement les administrateurs du site, ou bien seulement ceux qui détiennent le mot de passe. Juste en dessous, si je clique sur immédiatement, je vais pouvoir programmer une date de publication de l'article. Je veux que mon article soit publié dimanche soir à minuit. Je ne vais pas attendre derrière mon ordinateur, hein. Je vais tout simplement programmer l'heure de publication. Alors, le menu format de publication va dépendre du thème que vous allez utiliser sur votre installation de WordPress. Il s'agit de choisir en fait un format d'affichage adapté à un type de contenu spécifique. En fonction de vos thèmes, vous pouvez avoir plusieurs propositions ou alors parfois rien du tout. La case épinglée à la liste des articles permet de mettre en avant un article afin qu'il soit positionné en haut de la page d'accueil. C'est ce qu'on appelle les sticky posts en anglais et cette option est parfois nécessaire lors de la mise en place d'un thème. Donc rappelez-vous-en, hein, ça sera probablement appelé en anglais, donc sticky post. La zone permalien va nous permettre de personnaliser l'adresse URL, c'est-à-dire l'adresse internet, hein, de l'article lorsqu'il va être publié sur notre site web. Cette adresse va être générée automatiquement en fonction du titre que vous avez saisi pour votre article. Alors juste en dessous, dans la zone catégorie, vous pouvez associer donc une ou plusieurs catégories à vos articles. Soit vous choisissez une catégorie existante, soit vous créez une nouvelle catégorie. En dessous des catégories, les étiquettes correspondent à un autre système de catégorisation non hiérarchisé, celui-ci. Elles permettent d'associer des mots-clés à un article et de générer par la suite des pages d'archives listant tous les articles avec le mot-clé en question.
en dessous des étiquettes, l'image mise en avant est très importante. Alors, ça permet d'associer une image à l'article. En fonction de votre thème, cette image peut être utilisée à différents endroits. Elle peut s'afficher en taille moyenne en haut de l'article. Toujours en haut de l'article, elle peut également s'afficher sous forme d'image en héros. Vous pouvez également la trouver pour la liste des articles. L'emplacement, mais également du coup la taille de l'image, va vraiment dépendre de votre thème. Alors la meilleure chose à faire, c'est d'ajouter une image, de tester votre thème et de voir comment l'image s'affiche dans votre site web. Ensuite, la partie extrait permet de déterminer le contenu à afficher dans les flux RSS lorsque vous avez activé l'option résumé. Cela permet également, en fonction des thèmes, de personnaliser le texte à afficher dans les pages de recherche ou les listes d'articles d'une manière générale. Pour finir, discussion permet de gérer les options d'interactivité de vos articles. Une fois que tous vos paramètres sont corrects, il suffit de cliquer une première fois sur publier, puis une seconde fois pour confirmer. Alors voilà, votre article est maintenant en ligne. Pour autant, ça ne signifie pas qu'il est accessible sur votre site web, hein. Il faut évidemment bien veiller à gérer vos menus pour que les internautes puissent retrouver l'article que vous venez de créer. Nous avons vu les options de publication des articles. Lorsqu'il s'agit de pages, les options varient un petit peu. Donc là, vous avez la zone attribut de page qui va être spécifique à la page et permettre de hiérarchiser les pages les unes par rapport aux autres. En effet, je vous rappelle que les pages sont hiérarchisées alors que les articles sont classés dans des catégories qui sont, elles, hiérarchisables. Ce qui fait au final une grosse différence d'organisation. Vous trouverez également le menu modèle qui, en fonction de votre thème, encore une fois, peut vous proposer plusieurs options d'affichage pour vos pages, comme par exemple une page sans colonne latérale ou une page spécifique pour gérer la page d'accueil de votre site. Pour finir, un Gutenberg dispose d'un panneau d'options générales qui se trouve tout en haut à droite. Alors, je vous conseille d'ailleurs d'activer l'option barre d'outils supérieure, ce qui fait que les options s'afficheront alors systématiquement en haut de l'écran, elles seront plus collées en dessus des blocs. Je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique. Après, vous essayerez, vous verrez ce que vous préférez. Et puis, dernière petite chose, l'option éditeur de code permet d'afficher la totalité de l'article sous la forme de son code HTML. Voilà, j'ai donc terminé cette petite vidéo de présentation de l'éditeur Gutenberg. Au revoir.